Je vais vous faire une présentation, sur le Tavistock Institute on Human Relations, donc l'institut, spécialisé dans les relations humaines, mais vous verrez que de quelles relations parlons-nous? Hem, donc je pense faire cette intervention, alors ce sera la première en fait, de plusieurs interventions sur le Tavistock. C'est un sujet qui est assez long et dans un premier temps, nous allons, principalement nous focaliser sur, la genèse et les buts. Donc ça sera assez court pour qu'on puisse, la passer sur la chaîne du cercle et que ce soit, digeste pour tout le monde. Donc, en avant-propos, je vais vous faire part de certaines de mes réflexions. C'est-à-dire que, en étudiant ce sujet-là du Tavistock, j'en suis venu à la conclusion que l'histoire moderne, les 100 dernières années ne résultent pas, d'une évolution naturelle et l'histoire ne va pas, son petit bonhomme de chemin. Elle est, heu, elle est façonnée par des groupes d'intérêts spéciaux, hein, c'est la formule, qu'on utilise souvent et il est dangereux, d'adopter l'attitude habituelle, commune à notre époque, qui consiste à déclarer, vous savez, «Ça a toujours été comme ça» ou on sait bien tout ça, tout le monde le sait» et cetera. Cette attitude, en fait, est, à mon sens, l'expression, de la peur. C'est le refus, en fait, de regarder en face le mal absolu, avec, tout ce qu'il contient de pire et d'horrible et qui, en fait, menace notre existence même. Heu, quand je parle de cela, quand on parle de mal absolu, on a toujours tendance à se représenter des massacres et cetera. Mais finalement, qu'y a-t-il de plus terrible que des gens qui, œuvrent sciemment à atteindre en fait un contrôle total de tous les gouvernements, par différents, biais. Et donc, en vérité, non, nous ne savons rien et non, personne ne viendra nous sauver comme ça. Ce sera à nous, de faire les choses. Depuis environ le 19e siècle, des groupes se sont organisés et se sont créés en fait sur les fondations et sur des fondations en fait qui remontent à plusieurs siècles en arrière. Le système qui est mis en place est en train de trouver ses limites parce qu'il est trop antinaturel. C'est son caractère artificiel en fait qui crée ce danger, pour la race humaine tout entière. Alors ces groupes d'intérêts spéciaux qui ont bâti ce système de contrôle total afin de conserver leur pouvoir, usent de tout l'arsenal que notre époque moderne met à leur disposition et qui n'existait pas, au siècle précédent. Les thèses qui sont mis en place, sont mises au point principalement dans les universités. Ces thèses sont diffusées par les médias, par le biais de la psychologie comportementale et ces gens, de par ce fait, en fait, contrôlent l'information. Grâce, grâce à ces fameux, think tanks, vous savez les réservoirs de pensée, hein, ces groupes de pensée, ils vont conseiller les politiques et ces thèses, en fait, sont appliquées dans les sociétés humaines. Donc le Tavistock, Institute on Human Relations n'est pas connu du grand public, largement et avant qu'un certain docteur, John Coleman, sorte son livre, le grand public, n'en avait même jamais entendu parler et pourtant, le Tavistock et tous les gens qui ont travaillé, en son sein, ne se sont jamais cachés. C'est la plupart des théories qui sont mises en place, et des études qui sont faites et des systèmes, en fait, qui sont déployés, ne sont pas secrets. Donc le titre du livre de Coleman, c'est Tavistock Institute on Human Relations: Britain's Control of the United States, donc le contrôle britannique sur les États-Unis. Alors, il s'agit de faire une petite mise au point, heu, pour, tous les gens qui seraient franco-centrés. J'ai inventé ce terme-là, je trouvais ça drôle. En réalité, non. Si vous voulez avoir une vision, un petit peu plus large de ce qui se passe, il faut absolument, s'occuper des affaires qui agitent le monde anglo-saxon.
et on le disait juste avant, que je fasse cette petite présentation, il est crucial de connaître l'anglais. Parce que la plupart des informations, elles ne sont pas en français, elles sont en anglais. Et si l'on veut comprendre, pourquoi la France est dans l'état dans lequel elle est à ce stade, il faut absolument comprendre ce qui se passe, dans le monde anglo-saxon et plus particulièrement par rapport à ce fameux Tavistock. Le Tavistock va débuter en 1913, dans un institut psychiatrique qui s'appelait Wellington House. Wellington House a modelé les gouvernements et les gens aux États-Unis, mais en Europe aussi, soit directement, soit indirectement, par le biais de la politique américaine ou, par, tout un tas de groupes, de santé mentale notamment. Alors, à son démarrage, en fait, c'est une organisation de création et de dissémination de propagande, centrée, en fait, sur le siège qui était Wellington House, qui est donc son siège original. Et initialement, en fait, il s'agissait de créer des outils de propagande pour influencer, l'opinion publique anglaise. 2 personnes qui vont être mandatées, l'un, heu, enfin, le Lord Rothmere et Lord Northcliffe, heu, ils vont avoir ce mandat, en fait et ils vont être les architectes, en fait, du changement d'opinion publique vers la guerre contre l'Allemagne. Le financement provenait initialement de la famille royale, anglaise et plus tard, c'est Lord Rothschild qui va financer également. Lord Rothschild, avait des relations familiales avec, Northcliffe, par mariage. Un certain Arnold Toynbee va être sélectionné comme, le futur directeur d'études, ainsi que 2 Américains. Excusez-moi. 2 Américains, un certain Walter Lippmann et un certain Edward Bernays. Qui eux, en fait, vont avoir pour mandat de façonner l'opinion publique américaine et de servir, d'intermédiaire avec le président Woodrow Wilson. Dès les débuts du Tavistock jusqu'à nos jours, cette organisation va devenir extrêmement sophistiquée et va déployer tout un tas d'outils pour manipuler l'opinion publique. Ce que nous connaissons sous le nom lavage de cerveau de masse, en fait, c'est, mass brainwashing, hein. C'est eux, en fait, qui en sont les architectes. Au fur et à mesure, de son développement, Tavistock va augmenter en taille et en ambition et en 1937, ils vont prendre la décision d'utiliser les travaux d'Oswald Spengler. Alors bon, je vais encore écorcher le nom allemand, Untergange des Abendlandes, bon, oubliez. Le le déclin de l'Occident, heu, le déclin de l'Occident va devenir leur modèle opérationnel et c'est pas toujours évident à comprendre. Initialement, en fait, les cadres du Tavistock souhaitaient utiliser les écrits d'un certain, Correa Moylan Walsh, qui avait écrit, notamment un livre qui s'appelle The Climax of the Civilization en 1917, qui est donc, l'optimum de la civilisation. Ces travaux, en fait, correspondaient étroitement à ce qu'il devait être entrepris pour créer un nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial unique. Alors, ces termes ont largement été, galvaudés et utilisés dans tout un tas de vidéos délirantes et cetera. Je reviendrai pas forcément là-dessus, mais il n'empêche qu'il y a cette volonté-là. Spengler, en fait, tenait pour acquis que la civilisation occidentale serait noyautée par des éléments étrangers, introduits en nombre croissant, et qu'en fait, l'Ouest, ne pouvant réussir à expulser ces éléments étrangers, son destin serait scellé, imitant ainsi la civilisation grecque ou romaine. Et Tavistock, se basant, sur le postulat que la civilisation occidentale avait été endoctrinée par les travaux de Spengler, s'évertua à construire la réalité, cette réalité, juste après la Seconde Guerre mondiale. À titre d'exemple, il était extrêmement rare avant la guerre
heu, qu'arrivent en fait des mariages interraciaux. Après la guerre, cela va devenir de plus en plus commun. Si on part du principe que seule la civilisation occidentale classique pouvait élever et relever le monde, que cette civilisation s'était épanouie et avait progressé dans les domaines de la littérature, de l'art, ou encore des avancées spirituelles et morales, ou encore, heu, de ce qu'elle protégeait la femme, avec un grand F, heu, c'est ce bastion que Spengler voyait attaquer et que la pensée tavistockienne s'est évertuée à poursuivre. Ils ont ils ont continué cette attaque. Tavistock a clairement identifié que la civilisation occidentale était l'obstacle à abattre pour atteindre leur objectif. Comme pouvait également être la place prépondérante de la femme dans la société occidentale, qui était protégée et qui avait une place hautement respectée et honorée. Tavistock va attaquer l'Occident, entre guillemets, en le démocratisant et au travers des attaques contre les fondations religieuses, la spiritualité, la morale, également ses fondements raciaux, et ce fameux sujet de la protection du féminin, mais d'une manière large. Ça englobe également des attaques contre la famille, l'éducation, et cetera. Comme Spengler le suggérait, les Grecs et les Romains, en fait, fonctionnaient, ces sociétés fonctionnaient bien tant qu'ils dévouaient leurs efforts aux avancements sociaux, religieux, moraux, spirituels, et cetera. Tant qu'ils eurent le contrôle sur ces domaines, ils furent une race homogène et les gouvernements fonctionnèrent. Ce n'est que lorsque des éléments halogènes prirent les rênes que la chute se précipita. Et c'est sur ce constat, en fait, et c'est sur cette espèce de d'agenda que tout le travail du Tavistock va se faire. Ainsi, en fait, pour revenir au Tavistock, à sa création, les finances vinrent donc, comme je le disais précédemment, de la monarchie anglaise, des Rothschild et aux États-Unis des Rockefeller. Ce que nous dit John Coleman dans son livre, heu, c'est que lorsque ses recherches lorsque lui, en fait, fit ses recherches, il a eu accès à tout un fonds documentaire parce que, il était dans une position où il pouvait avoir accès à ça. La raison donc de la première fondation de Wellington House était la modification de la pensée de la population britannique. Je vais juste me concentrer pendant un instant sur Edward Bernays, qui a été envoyé aux États-Unis. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a peu de temps, il y a eu un petit document qui a été fait sur Bernays sur la 5, je crois, ou enfin Arte. Alors moi, j'ai pas la télé, donc j'ai vu ça atterrir sur internet. Et je l'ai regardé et ce qui est très drôle, c'est que, évidemment, il ne parle pas du Tavistock et il ne cite pas, tout un tas de passages qui, à mon sens, sont fondamentaux. Pour beaucoup de gens, Bernays est le père avoué, en fait, du marketing et des relations publiques. Il a été le pionnier dans l'utilisation de la psychologie et des sciences sociales pour former et modifier l'opinion publique, tout en laissant l'impression à ce public que ses opinions étaient les siennes. Le postulat de Bernays était le suivant. Alors, il écrit la chose suivante, je cite: «Si nous comprenons les mécaniques et les motivations de l'esprit des masses, il est possible maintenant de les contrôler et de les régimenter à notre volonté, sans qu'ils n'en aient conscience.» Et fin de citation. Et cette ce postulat de départ, il a baptisé ça donc la fabrique du consentement. Bon, il y aurait aussi, pas mal de choses à dire sur le sujet, mais continuons. Une de ces techniques les plus connues était, d'atteindre son but, un but recherché, en influençant une autorité, indirectement ou directement, afin d'obtenir dans les masses, l'effet recherché. Alors je continue à le citer. Si vous êtes capable d'influencer des dirigeants, soit avec ou sans leur coopération consciente ou inconsciente, vous allez automatiquement influencer le groupe sur lesquels ils ont de l'autorité. Cette technique est appelée la fabrique de l'opinion, en anglais opinion making.
Et Bernays poursuit notamment dans Propaganda, il va écrire, alors je fais beaucoup de citations parce que, je tiens effectivement à ce que tout le monde soit bien conscient que ces gens-là ne se cachent pas et écrivent bien, hein, et c'est ce qu'ils veulent faire, hein, il y a rien n'est caché. Donc citation: «Alors que la civilisation devient de plus en plus complexe et que la nécessité d'un gouvernement invisible est démontrée encore et encore, les moyens techniques ont été inventés et développés afin de pouvoir régimenter l'opinion publique. Grâce à la presse écrite, à la littérature, le téléphone, le télégraphe, la radio et les avions, les idées peuvent se répandre rapidement et même instantanément à travers l'Amérique tout entière.» Bon, n'oublions pas que lorsqu'il écrit Propaganda, les ordinateurs n'existent pas. Plus loin, il explique, et c'est là que ça devient intéressant: «Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts sont formés, nos idées suggérées par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Quelle que soit l'attitude que l'on choisisse face à cet état de fait, il n'en reste pas moins que presque chaque acte de nos vies quotidiennes, que cela soit dans la sphère politique ou dans les affaires, notre attitude sociale ou nos pensées éthiques, nous sommes dominés par un nombre relativement réduit de personnes. Une fraction insignifiante sur nos 120 millions de... Enfin, il parle des États-Unis, donc ces personnes, qui comprennent le processus mental et les schémas sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les fils, qui contrôlent l'esprit du public et qui canalisent les vieilles forces sociales et trouvent de nouvelles façons d'unir le monde et de les guider.» Alors, on peut on comprend, heu, au regard de ce que nous explique Bernays, comment, heu, Woodrow Wilson, Roosevelt, Clinton, Bush, le jeune et Bush le vieux, ont pu si facilement conduire les Américains vers les guerres désastreuses de ces dernières années, qui, sans ces fameux, gens qui tirent les fils, n'auraient même pas été ne serait-ce qu'une pensée dans la tête du peuple. Heu, si Là aussi, à titre d'exemple, juste après, en fait, la la propagande s'est mise en route, hein. On a eu des lignes, des, comment dire? Des titres, comme, America at War, d'accord? L'Amérique en guerre. On a eu les mots répétés sans arrêt comme «the front line», la ligne de front, dépôt de munitions, les positions des troupes ennemies ont commencé à apparaître de plus en plus, en fait, dans les journaux, télévisés ou imprimés. Les États-Unis n'étaient pas en guerre à cette époque-là. Les États-Unis n'étaient pas en guerre, parce que tout simplement, dans la constitution américaine, on ne peut pas déclarer la guerre à quoi que ce soit d'autre qu'une nation souveraine. Les talibans, en fait, ne sont pas une nation souveraine, par exemple. Hem, Dans la constitution américaine, donc, la guerre, en fait, ne peut être déclarée qu'à un pays ou à une nation en particulier, et tout cela, en fait, ça embêtait un petit peu le Tavistock. Donc il a fallu, en fait, travailler, sur cette image avec des drapeaux et puis et puis la musique martiale et puis, tout un tas de stars, qui ont commencé à chanter des chansons. Enfin, toute la machine s'était mise en branle, et heu, pour être en guerre, les États-Unis avaient besoin d'une déclaration de guerre, mais bon, c'était un peu difficile, et donc ils ont ajouté une dimension supplémentaire, heu, lorsque le président Bush, en fait, s'est baptisé notamment Commander in Chief, donc commandant en chef, ce qui est illégal. En fait, on peut pas être commandant en chef aux États-Unis sans que le Congrès, en fait, ait issu une déclaration de guerre et donc ait nommé le président commandant en chef. C'était une première, en fait, dans l'histoire des États-Unis, mais ça a marché. On le sait tous, hein, ça a donné, tout le sketch qu'on a connu par la suite. Donc voilà, en fait, à quoi sert
et le Tavistock et c'était juste un petit exemple que je voulais vous livrer. Donc, hem, pour terminer cette présentation, non, l'histoire récente n'est pas le fait d'une évolution. Non, il n'y a pas ou presque pas d'opinion publique qui soit le fait d'une opinion que le public aurait pu se forger sur ses propres observations, ou sur des réflexions, sur sa propre réflexion ou des réflexions basées sur des valeurs morales. Mais elle ne décline pas, parce qu'elle est vieille et pourrissante, comme ces gens sont en train d'essayer de nous l'expliquer, hein, tout le délire du mâle, cis blanc, enfin je sais plus quoi là, heu, tout ça là, c'est fabriqué. Elle décline notre société parce qu'elle est sur le chemin que les «élites» entre guillemets, entre grosses guillemets, de notre monde ont décidé d'emprunter. On est sur leur chemin. Ces gens souhaitent la destruction de la souveraineté des États-nations, donc la souveraineté des États, hein, et avec cela, l'élimination, pure et simple des traditions philosophiques, religieuses et culturelles vieilles de au moins 2 500 ans, on va dire. Donc dans les prochaines présentations, je rentrerai un petit peu plus en détail. Je voulais, déjà commencer un petit peu à élaguer et à vous citer quelques personnes et sur les présentations suivantes, nous évoquerons notamment l'influence dans les années 60 du Tavistock, comment en fait ils vont travailler, avec ce fameux, Age of Aquarius, l'âge du Verseau, comment ils vont utiliser, les drogues, et cetera. Et puis nous continuerons, gentiment, jusqu'à nos jours. Je vous remercie, de m'avoir écouté et on va regarder s'il y a des questions. Oh, c'est bien, il y en a pas. Ah si, il y en a. Alors, oui, tout à fait, Drake. Alors je lis la question. Wilson, le président américain qui regretta sur son lit de mort d'avoir participé à la création de la Fed. Alors j'ai souvent entendu parler de ce regret. Il n'empêche que il l'a bien créé, il a bien participé, à ce coup, en fait, qui a été mis en place, à Jekyll Island, largement appuyé par tout le battage médiatique, que pouvaient en faire, les gens, heu, les gens du Tavistock. Heu, alors une autre question: «J'espère que ma question ne semble pas trop bête, mais que répondrais-tu aux personnes taxant tes dires de complotisme?» Alors j'en serais très flatté, j'aime bien qu'on non. Le complotisme est une invention principalement, qui daterait, a priori, de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, puisque le nom complotisme, en fait, c'est, conspiracy theory et ça avait été, on avait taxé les gens qui allaient à l'encontre de la commission Warren de théoriciens du complot. Puisque en fait, c'est les détracteurs de la commission Warren, heu, expliquaient que non, le Wald n'était pas un tueur solitaire, mais qu'il y avait bien des gens derrière. Et donc, quoi répondre à ces propos? Heu, Principalement, heu, je suis un théoricien du complot. Je suis d'accord, pas de souci. Parce que tout simplement, je fais l'effort de lire. Je fais l'effort de lire, ce que ces gens écrivent et ils écrivent beaucoup de choses. Ils sont prolixes. Un gars comme Toynbee a écrit plus d'une centaine de bouquins, d'articles et cetera. Donc il y a matière à trouver, heu, tout ce qu'ils ont pu, mettre en place. Heu, donc, si Walter Lippmann a participé à Tavistock, as-tu trouvé une relation avec le CFR? Comme ça là, de mémoire, je l'ai pas, mais, étant donné que le CFR, donc le Council on Foreign Relations, est un think tank qui, aujourd'hui encore, vous pouvez, trouver une vidéo d'Hillary Clinton. Alors elle est en anglais aussi, hein, cette vidéo, mais vous pouvez trouver une intervention d'Hillary Clinton à l'époque où elle était secrétaire d'État, où elle remercie les gens du CFR,
de, de lui donner, tout un tas de conseils. Donc, il y a forcément une relation entre le CFR et comment ça s'appelle? Et le Tavistock. Mais je pense pas que ce soit ouais, c'est ce que j'allais dire. Lippmann, ouais, c'est merci. Donc Lippmann, oui, a participé à ça, mais moi j'avais autre chose en tête. C'était un autre personnage et je crois justement que c'est Toynbee ou Reese, John Rawling Rees. Parce que John Rawling Rees était colonel dans l'armée américaine. J'ai une question à l'oral. Alors, bonjour et bonsoir. Ils vont nous écouter par rapport à Internet. Moi, j'ai une question. L'Institut Tavistock a été créé en 1947, c'est ça? Non. Non, 1913. Mmh. Oui, D'accord. c'est ça. Donc donc, ça correspond évidemment, comme par hasard, ceci n'est pas un complot ni une conspiration. Ça correspond évidemment à ce qui avait remarqué Derrick, ça correspond à la fondation de la Fed. Donc du coup, de la prise de contrôle des États-Unis par une certaine caste et élite dont on ne doit pas nommer. Mais ma question est justement suite. Pose une question. Vas-y. D'accord, oui. Bon, suite justement à la défaite de l'Allemagne, notamment justement sur les études psychologiques, sociales, etc., notamment avec la propagande nazie. Je voulais savoir, et effectivement, est-ce que bon, bah, des scientifiques, des psychologues nazis ont été recrutés par Tavistock, notamment grâce à l'opération Paperclip? Le Tavistock, n'est pas attaché à un pays en particulier, hein. Donc, oui, effectivement, il y a eu, je les ai pas en tête, mais il y a eu, tout un tas de personnes qui ont travaillé, au Tavistock. C'est une société, hein, le Tavistock. Donc c'est pas forcément, via, Paperclip. Paperclip, en fait, c'était un truc très, très précis, qui concernait le gouvernement américain et cetera. Moi, j'y vois pas spécialement, bah, il y a peut-être un lien avec Paperclip, mais en tout cas, pour tout ce qui est, alors je suis désolé, hein, je l'ai pas en tête, mais il y a une doctrine, dans l'armée américaine qui s'appelle Shock and Awe, donc choc et effroi, heu et aussi également les manuels de guerre psychologique qui sont directement pompés des travaux, qui ont été faits sous l'Allemagne nazie. Bon, je j'ai pas le nom comme ça de tête, mais c'est assez facile à trouver. Voilà, pour te répondre. Donc oui, c'est il y a pas de notion vis-à-vis du Tavistock, en tout cas de moi ce que j'ai pu voir et comprendre, il y a pas de notion de pays. Faut bien comprendre ça, c'est que c'est pas national. Ils s'en foutent, d'ailleurs, ils veulent détruire les pays. Hem, alors, une autre question. Le complot étant une forme d'occultisme, donc caché, peut-on vraiment appeler ce sujet théorie du complot, étant donné que rien n'est caché et que les documents sont ouais, non, mais oui, mais c'est bien ça le truc. C'est qu'il faut comprendre que le mot théorie du complot, c'est eux. C'est comme, heu, c'est comme à l'époque, quand ils vont influencer les Américains, à partir vers la Première Guerre mondiale, ils vont traiter les gens qui ne voulaient pas faire la guerre, d'isolationnistes. Il fait il faut bien comprendre que tout ce qui est mis dans la tête des gens, est fabriqué et soigneusement, concocté pour que ça devienne en fait, un mème, que ça fasse partie du comportement de tout le monde. Le féminisme en fait partie, bon, le j'ai pas fini de faire mes recherches sur le véganisme, mais a priori, ça serait la même histoire. De toute façon, à partir du moment où vous avez des études d'avant-garde qui sont faites dans des universités et que ça correspond en fait aux sciences du comportement, vous pouvez être tranquille que ces gens sont derrière. C'est simple. Question suivante. Leur vision s'étale sur combien de temps? Ah! Je sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais heu, ce qu'on peut dire, c'est que, en gros, les 100 dernières années sont sous l'influence du Tavistock. Voilà, c'est,
C'est très simple. Donc leur vision en fait, alors je l'ai pas noté, mais il y a une, justement en fait, alors ça reboucle avec la question suivante: «Après tes propos, nous avons compris le but, mais quelle est la finalité?» Alors voilà. Hem, c'est, John Rawling Rees, je crois, dans un bouquin des années 60 qui j'ai pas la citation sous les yeux, mais je vais vous la paraphraser. C'est en gros: «Si nous voulons si nous voulons éviter un suicide de masse, nous devons nous comporter comme les gouvernements totalitaires, et imposer en fait, toutes les notions, de santé mentale et cetera, et nous devons nous comporter comme une cinquième colonne et de ce fait, infiltrer les sociétés humaines, la société, les grandes firmes et les gouvernements. Comportons-nous comme des troupes de choc psychiatriques». Ça, c'est donc les dires de John Rawling Rees. Donc voilà, leur finalité, ils sont investis d'une mission, qu'ils se sont, attribuée, qui est de créer, afin de pouvoir éviter au monde de se détruire, de créer un gouvernement mondial et une société, mondialisée au possible. Voilà. La suite. Alors, j'ai une autre question de Sol. L'Empire romain ne doit-il pas son érosion à l'inflation monétaire, notamment à partir de la dynastie des Sévères, et ses conséquences économiques, une bureaucratie devenue trop importante et des incursions principalement germaniques plutôt qu'à sa diversité ethnoculturelle? Alors moi, je suis pas un grand spécialiste de l'Empire romain. Mais est-ce que l'on ne peut pas, d'un point de vue ne serait-ce que de comportement de société en fait, est-ce qu'on peut pas attribuer justement, ces principes d'inflation, les conséquences économiques de l'inflation comme tu le soulignes, la bureaucratie qui devient trop importante et cetera. Est-ce que cela en fait, cette complexification ne vient pas du fait que, cette société était extrêmement, beaucoup trop, dans son essence même, diluée et agitée de courants sous-jacents, et ce faisant, en fait, elle s'est cassée, en fait. Alors moi, une fois de plus, hein, heu, l'Empire romain, j'en suis pas un grand spécialiste. J'ai l'impression que tu en sais plus que moi, en fait. Mais moi, ce que je vous livre là, en fait, quand j'ai parlé de l'Empire romain, c'est, d'après John Coleman, l'utilisation qui est faite des travaux d'Oswald Spengler. Qu'il ait raison ou tort, j'ai envie de te dire, ça change pas forcément grand-chose, dans le sens que, à l'heure actuelle, on voit très bien qu'il y a un assaut, complet et total sur la société occidentale, au sens large, et que cet assaut, en fait, est mené donc sur les valeurs un peu cardinales que sont, la spiritualité européenne, la culture européenne, les notions de famille, la morale, l'éthique, donc les mœurs, et cetera. Donc finalement, j'ai envie de te dire, ils ont réussi un peu leur truc. Alors, Semper, même si elle n'a pas de pays d'origine, cette société est tout de même d'essence anglo-saxonne, libéralisme, darwinisme social, eugénisme, et cetera. Alors oui, effectivement, on en parlera certainement dans les prochaines présentations. Oui, elle a une origine anglo-saxonne, c'est indéniable. Mais, moi l'impression que j'ai, c'est que elle va bien au-delà de cela. Alors, est-ce qu'on peut attribuer à l'esprit anglo-saxon, ce genre de choses? Ou n'est-ce pas plutôt, des courants sous-jacents, aux anglo-saxons, qui qui favorisent, l'apparition du Tavistock à un moment donné? Moi, je tablerais plutôt sur, les courants sous-jacents. Ce n'est pas un hasard si la monarchie anglaise, parce que eux, on peut vraiment les appeler, monarques, la monarchie anglaise et Lord Rothschild sont derrière le truc. Alors, bon ça ce sera le sujet. Alors la question suivante: «Tu sembles attribuer de nombreuses conséquences à cet institut. Quelles sont les forces qui le soutiennent, financement politique et cetera, pour avoir une telle influence?» Bon, alors ça, ce sera je vais y venir dans les interventions prochaines. Je voulais dans un premier temps, ouvrir un petit peu le bal et rester un peu général. Mais vous allez voir que, heu, les gouvernements, heu, ont intérêt à se mettre en place, à se maintenir en place.
Les capitaines d'industrie ont intérêt à utiliser tout un tas d'artifices et tout un tas d'outils, heu, parce qu'ils ont besoin de générer tout simplement de la richesse et cetera. Heu, donc les forces qui soutiennent le Tavistock, elles sont nombreuses et variées et elles sont, principalement à des positions de pouvoir. Si Woodrow Wilson, va utiliser le Tavistock, alors est-ce qu'il l'utilise, malgré lui? C'est encore une autre question, mais leur influence, elle est généralisée. Heu, le John Rawling Rees dont je parlais est quelqu'un qui va travailler, pour l'armée des États-Unis en sciences du comportement et cetera, donc il y a un intérêt, ils ont un ces gens-là ont un intérêt commun. Après on rentrera peut-être un peu plus dans les détails, mais vous verrez, si vous vous intéressez au sujet, alors c'est pour ceux qui parlent l'anglais, moi je vous conseille, très vivement, parce que c'est vrai que je fais cette intervention pour les gens principalement qui ne parlent pas anglais, mais lisez, le livre de John Coleman ou celui de Daniel Estulin, heu et ça va devenir très, très clair dans votre esprit. On va peut-être on va peut-être mettre fin aux questions parce qu'à un moment donné, on va rentrer en fait on va rentrer dans les sujets suivants finalement, donc ce serait un petit peu contre-productif. Le 31 du mois d'août.